Benjamin Netanyahou a semblé incroyablement désespéré ces derniers temps. Il y a eu le fiasco à l'ONU où il a essentiellement parlé devant une salle vide lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Et ensuite, il a été surpris en train de discuter avec des influenceurs des réseaux sociaux, en particulier des TikTokers, au sujet du plan d'Israël visant à s'approprier cet espace médiatique à son propre avantage. Je veux juste en passer un extrait. Mais nous devons nous battre avec les armes qui correspondent aux champs de bataille sur lesquels nous sommes engagés. Et les plus importantes sont les réseaux sociaux. La plateforme la plus importante en ce moment, c'est bien sûr TikTok, TikTok numéro 1, et j'espère que cela aboutira, car ça peut avoir des conséquences. Et l'autre, quelle est l'autre la plus importante? X, très bien. Et vous savez, nous devons parler à Elon. C'est pas un ennemi, c'est un ami. Nous devrions lui parler. Maintenant, si nous obtenons ces deux choses, nous gagnons beaucoup. Je pourrais parler d'autres sujets, mais ce n'est pas le propos pour l'instant. Nous devons mener le combat, d'accord? Donner une direction au peuple juif et à nos amis non juifs, ou à ceux qui pourraient devenir nos amis juifs. Allons-nous réussir avec tout le monde? Non. Y aura-t-il un fort contrepoids? Oui. Cette vente de TikTok constitue, pour Israël, une partie extrêmement importante de la conduite d'une guerre plus efficace. Ce que Netanyahou dit essentiellement, c'est que combattre à l'épée n'est pas très efficace. Nous avons vu des centaines de milliers de Palestiniens tués par une épée soutenue par Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni, mais cela ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, dit-il, c'est que TikTok, les réseaux sociaux et le reste soient pris en main. Ainsi, Netanyahou a fait, comme d'habitude, un aveu accablant, sans s'en rendre compte. Tout le concept de la prise de contrôle de TikTok reposait sur une fausse prémisse, que les Chinois volaient les données des adolescents américains faisant des chorégraphies, des commentaires à chaud et des vidéos virales sur TikTok. Totalement faux. Cela a été orchestré pour nous manipuler sous l'administration de Joe Biden. Cela a commencé et s'est poursuivi sous Trump. On peut donc voir le Congrès et le Sénat américain des deux partis agir au nom d'Israël. C'était totalement hypocrite. Il n'y avait aucune menace chinoise sur TikTok. Et maintenant, on peut en voir le dénouement. Le pouvoir d'influence d'Israël s'est pratiquement effondré. Ce n'est pas seulement en Occident que la situation s'est effondrée, mais aussi parmi la diaspora juive et la communauté juive internationale. Ils ne peuvent plus se reposer sur la promesse qu'Israël est l'endroit le plus sûr de la planète pour que les Juifs aient une patrie. Et une grande partie de la responsabilité en revient à Benjamin Netanyahou. Ce que je trouve également intéressant, c'est la manière dont il s'est approprié le terme « droite éveillée ». L'origine de ce terme est intéressante. Après le 7 octobre, Ben Shapiro et d'autres porte-voix sionistes ont inondé les réseaux sociaux, mettant en garde contre toutes sortes de prétendues journées de rage. Des cellules dormantes islamistes vont se soulever, et ainsi de suite. Même Charlie Kirk lui-même colportait ces mêmes idées, ce même type d'hystérie aux États-Unis. Et certains faisaient remarquer que si l'on définit le wokisme, comme le fait la droite, on le définit comme une forme d'idéologie identitaire, déchaînée et incontrôlable. Eh bien, il n'existe pas de forme plus poussée de politique identitaire que le sionisme. Cela doit représenter le niveau suprême du concept de politique identitaire pour un État ethnique ou religieux. Un État religieux exclusif dirigeant un système d'apartheid qui ne peut être décrit autrement que comme la politique identitaire portée à son paroxysme.
C'est donc de là que vient à l'origine le terme « woke » de droite. Il servait à décrire des gens comme Ben Shapiro, le public de Fox News, celui de Jordan Peterson, celui du Daily Wire. Puis, ils l'ont réutilisé, réapproprié, pour désigner des personnes de droite qui s'opposaient au génocide d'Israël, voyez-vous. C'était donc une sorte de tour de passe-passe. Et on peut voir Netanyahou tenter de refaire la même chose 2 ans plus tard, ce qui est assez pathétique, en réalité. Et la véritable ironie, bien sûr, c'est que la politique identitaire, sous sa forme la plus instrumentalisée de toute l'histoire humaine, c'est le sionisme, l'idéologie sioniste. Et ils s'en servent comme d'une arme pour tenter de justifier l'un des pires crimes contre l'humanité. Non seulement de l'époque moderne, mais vraiment l'un des pires de tous les temps. Certainement dans la mémoire vivante. Je trouve l'ironie de cela assez incroyable. On pourrait en parler encore et encore. Mais au bout du compte, comme l'a très bien dit Naftali Bennett, l'ancien premier ministre israélien, ils avaient dépensé 120 ou 150 millions pour tenter d'acheter de l'influence sur les plateformes de réseaux sociaux après le 7 octobre. Et ils étaient encore surpassés par les publications pro-palestiniennes dans un rapport de 16 contre 1. 16 contre 1. Et je peux vous dire que la Palestine n'a pas dépensé un centime pour obtenir cette victoire en termes de cœurs et d'esprit sur les réseaux sociaux. 60% des Américains de la génération Z affirment qu'ils sont bien plus favorables au Hamas qu'à Israël. Je pense que cela a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle Netanyahou considère la vente de TikTok comme une arme aussi importante pour lui en ce moment. Qu'en penses-tu, Larry? Cela s'inscrit dans le changement plus large et la révolution du contrôle du récit médiatique. Vous savez, j'ai passé un court moment durant mon temps à la CIA à travailler sur ce qu'ils appellent l'action clandestine. Comment on plante des histoires pour tenter de renforcer un récit. Dans ce cas, je travaillais à soutenir les efforts visant à contrer l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et vous savez, dans une situation comme celle-là, il était facile de présenter les soviétiques comme les méchants et nous comme les gentils, même si ce n'était pas vraiment la vérité. Mais vous savez, le récit fonctionnait. Vous trois êtes vraiment trop jeunes pour vous souvenir de l'influence d'Exodus. Le film Exodus avec Paul Newman est sorti en 1960 ou 1961, mais il passait encore souvent à la télévision à cette époque. Et cela a alimenté tout un récit de David contre Goliath en faveur des sionistes, qu'ils étaient ces gens bons et humbles qui voulaient simplement planter des oliviers et nourrir les oiseaux, et que ces vilains arabes couraient partout. Quand on a 10, 11 ou 12 ans et qu'on est exposé à ce genre de propagande, cela a une influence. Les médias étaient beaucoup plus faciles à contrôler à l'époque. J'ai d'ailleurs cité ces statistiques plus tôt avec le juge Knapp. En 1968, un total de 54 millions de personnes regardaient les 3 plus grandes chaînes d'information aux États-Unis, CBS, ABC et NBC. Parmi ces 3, CBS avec Walter Cronkite comptait à elle seule 28 millions de téléspectateurs. En août 2016, ces 3 chaînes, plus Fox News, CNN et MSNBC, réunissaient une audience de 27 millions de personnes, alors même que la population américaine avait augmenté d'environ 140 millions d'habitants entre 1968 et 2016. Nous étions donc bien plus nombreux, mais beaucoup moins à regarder. C'est pourquoi tout cet espace des réseaux sociaux, en particulier sur Internet, avec Facebook, TikTok et Twitter ou X, a créé de nouveaux défis pour le gouvernement, qui tente d'exercer un certain contrôle. Et heureusement, comme à l'époque de l'Union soviétique, lorsqu'ils imposaient de nombreuses restrictions sur ce qui pouvait être imprimé, publié ou diffusé, une sous-culture appelée samizdat est apparue, dans laquelle, clandestinement,
des articles allant à l'encontre du récit dominant ou populaire circulaient. Et donc, malgré les efforts du gouvernement pour contrôler, façonner et dicter ce que serait le récit, il y avait toujours, tout comme l'eau qui cherche un passage à travers la roche solide, une voie qui se frayait. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons des efforts désespérés des gouvernements aux États-Unis, en Europe et en Israël pour contrôler le récit. Mais des émissions comme la vôtre, comme ce que fait Patrick, le juge Napolitano, Nema, de Duran, vous savez, la liste est longue. Il y a tellement de sources qu'il devient presque impossible pour le gouvernement de tout contrôler. Et c'est le bon côté, la lueur d'espoir dans ce nuage sombre. Dans les médias israéliens, on voit des dirigeants européens se plier à des groupes marginaux. Israël doit se préparer. Écrit par un chercheur associé de l'Université de South Wales au Royaume-Uni pour le Israel Center for Ground Strategy. Ce changement, Matt, en Europe en particulier, mais pas seulement en Europe, comme je l'ai montré plus tôt, touche aussi les jeunes Américains. La grande majorité des gens aux États-Unis s'opposent fermement à ce que fait Israël et considèrent les États-Unis comme un soutien majeur de cette politique. C'est évident. Où tout cela s'inscrit-il dans la réorientation globale d'Israël, ou son recentrage renforcé sur la guerre de l'information? Eh bien, leur image de marque est désormais ternie, et je dirais même détruite. Vous savez, le sionisme, dès le départ, a toujours consisté à faire pression sur les grandes puissances pour obtenir ce qu'ils voulaient. Tout ce cauchemar a commencé à Londres avec la déclaration Balfour en 1917, lorsque le gouvernement britannique a promis la Palestine au mouvement sioniste. Ils y ont été en quelque sorte poussés par des personnes comme Chaim Weizmann. Ils ont réussi dans ce qu'ils ont entrepris, mais ils ont compris qu'ils devaient rallier les grandes puissances à leur cause. À cette époque, la Grande-Bretagne était le pays le plus puissant du monde, si l'on voulait obtenir ce que l'on désirait. Et ils savent que toute leur existence dépend du soutien de la population, particulièrement aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui doit être de leur côté et soutenir leur gouvernement dans leur appui envers eux. Et en réalité, je pense que la plus grande rupture avec cette stratégie est désormais en place. Et je crois qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que l'autre aspect, c'est que le sionisme a toujours essayé de se présenter. Enfin, il se présente différemment selon les publics, mais il se montre souvent comme une force progressiste. Vous savez, il est souvent associé à l'histoire de la persécution du peuple juif, à des idéaux progressistes comme le socialisme, et ainsi de suite. Les groupes de pression essaient de le faire. Mais si l'on regarde ce qu'est le sionisme, en tant qu'idéologie, en tant qu'idée, c'est une idéologie profondément régressive, suprémaciste et coloniale de peuplement. Cela n'a rien à voir avec les idéaux ou les sensibilités progressistes. Tout ce fantasme et cette mythologie, même le terme sionisme libéral, qui est un oxymore souvent employé, ne tiennent plus et il n'y aura pas de retour en arrière. C'est pourquoi je pense que Netanyahou va le découvrir, car je crois sincèrement qu'il est convaincu que prendre le contrôle de TikTok via Larry Ellison aura des conséquences et aidera à rallier la population. Mais je pense qu'il ne comprend pas que c'est allé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Les gens ont les yeux ouverts, surtout les jeunes. Et ce sont eux qui, dans les générations à venir, seront au Foreign Office au Royaume-Uni, au département d'État aux États-Unis. Toute une génération qui arrive déteste absolument Israël et le voit en fait comme synonyme du mal, ce qu'il est. Donc je pense que cela ne fonctionnera pas. Et je pense qu'à mesure qu'il devient de plus en plus évident que cela ne fonctionnera pas, ils vont devoir adopter une autre stratégie. Et ils en parlent même. Je veux dire, ils sont conscients d'avoir perdu le soutien du monde à ce point. Si vous écoutez le discours de Netanyahou l'autre jour,
Il a dit, nous devons nous préparer à l'isolement. Nous devons nous préparer à l'autarcie économique. C'est-à-dire que nous devons produire tous nos biens nous-mêmes, car nous ne pouvons pas faire confiance au fait de ne pas être frappés par des embargos commerciaux. C'est assez significatif. Et comme je le dis, toute la stratégie, parce qu'ils savent qu'ils sont un petit pays essayant de garder les grandes puissances de leur côté. Lorsque ce cordon ombilical qui relie Washington, Londres et Berlin à Tel Aviv sera coupé, ce qui je pense arrivera, pas immédiatement, mais au cours des prochaines décennies, alors il leur sera très difficile de survivre, car c'est un pays de 9 millions d'habitants. Son PIB est inférieur à celui de la Suède. Elle ne peut pas survivre sans les États-Unis, même pendant quelques semaines, surtout sur le plan militaire. Donc, je suis assez optimiste quant au fait qu'à long terme, le sionisme est en train de mourir et qu'ils ne pourront pas inverser cette tendance, peu importe le nombre de plateformes de médias sociaux qu'ils achètent. L'autre point, c'est que regardez, ils ont déjà un contrôle énorme sur les réseaux sociaux et pourtant, le monde entier s'est retourné contre eux. Vous savez, Meta emploie en permanence des censeurs qui travaillent pour le compte d'Israël. Ils ont un nombre important d'anciens espions israéliens dans leur rang. Elon Musk est un grand partisan d'Israël, et cela n'a pas fonctionné. Je pense donc qu'ils vont s'en rendre compte très rapidement. La question intéressante est de savoir comment nous pouvons traduire ce changement de conscience publique à travers le monde en changement de politique au sein de notre propre gouvernement. Car cela se produit lentement. Et je vais simplement vous donner quelques exemples venant du Royaume-Uni, notamment parce que cela ne se passe pas de la même manière aux États-Unis, puisque Trump est tellement sous le contrôle d'Israël. Ici, tout récemment, le Royal College of Defense Studies, qui est l'école de formation militaire la plus prestigieuse du Royaume-Uni, a déclaré qu'il n'accepterait plus de personnel israélien. C'est la première fois qu'ils font cela depuis que cela a été créé par Winston Churchill au début du XXe siècle. C'est un moment énorme et significatif. Ils ont également déclaré qu'ils allaient reconnaître la Palestine, ce qui, enfin, j'ai un problème avec tout ça, mais c'est tout de même quelque chose dont ils savent que cela va énerver les Israéliens, et ils sont quand même prêts à le faire. Et cela arrive à un moment où nous en sommes à 2 ans. Pensez à ce qui se passera dans 3, 4, 5 ans. Il y aura tellement de pression sur le gouvernement qu'il devra commencer à traduire l'opinion publique en politique. Et il n'y a rien que les Israéliens puissent faire. La question est la suivante. Une fois qu'ils sont devenus isolés et qu'ils font tourner leur économie autarcique, comment pouvons-nous réellement la démanteler et instaurer une forme de justice et de paix entre le fleuve et la mer? C'est une autre question. Je ne vois pas comment ça peut se produire sans une sorte de guerre sainte, existentielle, car Israël possède l'arme nucléaire. C'est là l'élément essentiel. C'est ce autour de quoi tous les différents groupes de résistance et gouvernements de la région tournent sans cesse. C'est un pays qui dispose d'un immense arsenal nucléaire et qui est assez fou pour s'en servir, sans aucun doute. En fait, certaines personnes ont dit que la raison pour laquelle Trump a bombardé l'Iran, c'est que Netanyahou aurait dit « Écoutez, nous n'avons pas la technologie nécessaire pour aller aussi profondément que nous devons le faire pour détruire l'installation nucléaire. Donc je vais utiliser une arme nucléaire. » Et Trump a dit « Non, 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 ne fais pas ça. Je bombarderai avec la flotte américaine. » Je ne sais pas si c'est vrai, mais le fait est que c'est extrêmement dangereux quand on a un régime complètement fou. Et je ne dis pas ça juste pour la forme, ils sont vraiment complètement fous. Ils ont tué le plus grand nombre de journalistes jamais tués par un État en une seule fois, selon les archives. Il y a seulement 2 semaines au Yémen, ils ont massacré des gens pour des tweets.
Quand on a un État comme celui-là, avec un immense arsenal nucléaire, c'est une menace pour le monde entier, pas seulement pour l'Asie de l'Ouest. C'est donc une perspective effrayante. Il y a, bien sûr, des informations selon lesquelles Oracle obtiendrait la majorité du capital. C'est une entreprise technologique pro-israélienne, dont le principal investisseur en capital risque, Larry Ellison, est l'une des figures pro-israéliennes les plus en vue de la Silicon Valley, selon The Cradle, et il a fait d'importants dons à l'association Friends of the Israel Defense Force. Il y a donc évidemment un lien direct que Netanyahou met en avant, étant donné que l'un des alliés les plus riches et les plus puissants d'Israël en prendrait le contrôle. Quelle est votre évaluation? Quelle est votre réaction? Eh bien, je pense que c'est bien plus profond que ça, Danny. On peut regarder le Royaume-Uni. Le gouvernement Starmer pousse fortement pour mettre en place une identité numérique. Et qui est le visage de ce projet? En fait, qui est le visage de l'identité numérique au Royaume-Uni depuis bien avant que Keir Starmer ne soit investi comme Premier ministre? C'est Tony Blair. Donc un criminel de guerre, Tony Blair, dont la fondation a récolté pas moins de 300 millions de dollars de, devine qui, Larry Ellison. Il est donc clair qu'il existe un intérêt de la part de Larry Ellison, d'Oracle et de ce genre d'empire technologique pour gérer l'infrastructure et les bases de données de ce nouveau programme d'identité numérique, qui sera essentiellement omniprésent dans tous les systèmes, un système de nœuds centralisé pour chaque citoyen. Et ce sera la passerelle pour tout, l'accès à Internet, les réseaux sociaux, les services bancaires, les droits, etc., etc. Il est donc clair qu'il s'agit d'une manœuvre technocratique contournant les droits fondamentaux, le droit à la vie privée et ainsi de suite. Et cela peut être extrêmement politisé. Quand on y réfléchit et que l'on considère que Larry Ellison est l'un des plus grands atouts politiques d'Israël sur la planète en tant que magnat de la technologie, puis qu'on creuse un peu plus, on se rend compte qu'à un certain moment, lors des premières étapes de la fondation d'Oracle, la Central Intelligence Agency a été profondément impliquée dans cette entreprise et dans bien d'autres similaires. Larry Johnson pourrait sans doute commenter ce domaine, mais nous avons des sociétés de capital risque comme In-Q-Tel qui participent régulièrement au financement initial et à la mise en place des conseils d'administration de certaines de ces entreprises. Il y a une blague au Brésil, Danny. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais certains Brésiliens rient en disant « Ce ne sont pas nous qui décidons de nos élections ». Oracle décide de nos élections. Ainsi, tous ces systèmes, systèmes de vote électronique, systèmes électoraux, ont été testés sur le terrain dans des pays dits du tiers-monde par les services de renseignement américains en collaboration avec leurs magnats de la technologie. Et ces systèmes peuvent également être déployés en Amérique. Ils peuvent être déployés en Grande-Bretagne et à travers l'Europe s'ils ne le sont pas déjà de cette manière. Donc, en matière de fabrication du consentement ou de résultats électoraux, vous avez un Premier ministre britannique qui défendra Israël coûte que coûte, quoi qu'il fasse. C'est assez clair. Mais vous avez aussi un Premier ministre avec un taux d'approbation très bas. Et dans toute l'Europe, vous avez tous ces dirigeants qui s'accrochent à un mandat dans les 20% supérieurs ou les 30% inférieurs, maintenus ensemble par des coalitions fragiles. Il n'y a donc aucun moyen pour eux de représenter ce que la majorité du public veut, croit ou ressent. Et les États-Unis font la même chose. Mais lorsqu'il s'agit de soutenir Israël, on pourrait se retrouver dans les 10 prochaines années avec des gouvernements qui continuent de soutenir Israël alors que la population y est totalement opposée. Je pense que c'est déjà ce qu'on observe aujourd'hui. Ainsi, encore une fois, le fossé ne cesse de se creuser entre la position du public, celle de la bureaucratie d'élite et celle de la grande classe des oligarques milliardaires.
Et bien sûr, beaucoup de ces oligarques, qu'ils soient chrétiens ou juifs, sont tous sionistes. C'est ce qu'ils ont en commun. That's the thing they have in common.